Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire et merci également à l'Institut Actuaire pour cette invitation. Je me présente, donc je m'appelle Amine Ouamou. Je suis actuellement consultant en actuariat au sein du cabinet de conseil Deloitte. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les travaux que j'ai réalisés dans le cadre de mon mémoire d'actuariat, donc, que j'ai réalisé à Partneret, où j'ai effectué un stage suivi d'une alternance. Le mémoire s'intitule Construction d'une table de mortalité prospective de référence dans un contexte post-Covid pour des portefeuilles de rentiers en Angleterre et au Pays de Galles. Hum, Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat et j'y répondrai à l'issue de cette présentation qui devrait durer une trentaine de minutes à peu près. Je vous propose de commencer. Donc, au cours de mon année à Partneret, j'ai évolué au sein de l'équipe longévité du département provisionnement vie, qui est composé de quatre équipes au total. En longévité, comme son nom l'indique, on s'intéresse particulièrement au risque de longévité, qui se définit dans notre cadre comme le risque qu'une population entière vive plus longtemps que prévu par les tables de mortalité. Pour les compagnies d'assurance et les fonds de pension chargés de gérer des portefeuilles de rente viagère, ce risque de longévité peut être pesant. C'est pourquoi la- ces derniers ont la possibilité de se couvrir au travers de ce qu'on appelle les swaps de longévité, ce qui permet donc à la cédante de transférer son risque de longévité au réassureur. Du côté du réassureur, les swaps de longévité lui permettent de diversifier son activité. En effet, le principal risque porté au bilan des réassureurs vie est le risque de mortalité. Ainsi, en s'exposant au risque de longévité au travers de ces contrats, les réassureurs seront en mesure de compenser d'éventuelles pertes occasionnées par une surmortalité sur des périmètres tels que la prévoyance, par exemple, grâce aux bénéfices réalisés au travers des swaps de longévité. Pour ce qui est du fonctionnement à proprement parler des swaps de longévité, donc, la cédante verse des primes périodiques qui sont fixées à l'avance au réassureur et en échange, le réassureur s'engage à verser à verser les prestations qui sont réellement perçues par les rentiers des portefeuilles. Ainsi, l'enjeu majeur pour les réassureurs est d'estimer correctement la durée de vie des rentiers des portefeuilles. D'où le choix du sujet de mémoire que je vais maintenant vous présenter un peu plus en détail. Pour commencer, je vais revenir dans un premier temps sur le contexte de l'étude afin de vous expliquer pourquoi on a décidé de mettre en place une table de mortalité d'expérience dite benchmark, c'est-à-dire une table de mortalité de référence. Ensuite, je vais vous détailler la méthodologie qui a été adoptée pour construire les tables. Euh, Dans un troisième temps, je vais vous détailler, je vais vous présenter les différentes modélisations qui ont été mises en place, ainsi que les différents résultats obtenus, avec notamment une application concrète des tables de mortalité pour un swap de longévité, afin d'évaluer la pertinence des tables de mortalité benchmark. Puis, nous terminerons par une conclusion sur les résultats obtenus. Commençons par recontextualiser le sujet. Pour choisir le sujet, on s'est basé sur un constat qui est que depuis 2017, 7 nouveaux traités de réassurance ont été signés donc au sein de l'équipe longévité. Or, il est primordial de disposer de tables de mortalité adaptées à la mortalité des rentiers de ces portefeuilles-là, mais il n'existe pas de table de mortalité réglementaire au Royaume-Uni, comme c'est le cas par exemple en France. Malgré tout, le CMI, qui est un organisme de recherche de l'Institut des actuaires au Royaume-Uni, met tout de même à disposition des compagnies d'assurance qui en auraient besoin des tables de mortalité du moment, ainsi qu'un modèle qui est ajustable par avis d'experts pour pouvoir les projeter euh, dans le futur. Néanmoins, le CMI suggère tout de même aux compagnies d'assurance de construire leur propre table de mortalité. Et c'est là l'objectif de ce mémoire. On souhaitait en fait construire des tables de mortalité qui soient spécifiques au service longévité. Enfin, le dernier enjeu porte sur la pandémie de Covid-19.
En effet, nous n'avions pas connu de tels phénomènes impactant la mortalité, pardon, depuis plusieurs décennies. Ainsi, aujourd'hui, les données Covid remettent en question la façon qu'on a de projeter les taux de mortalité futurs. Au vu de ces différents enjeux, on s'est posé la question suivante. Comment mettre en place une unique table de mortalité prospective d'expérience qui aura pour but de servir de référence pour positionner la mortalité des nouveaux portefeuilles qui ont été signés. Pour y répondre, on procède en plusieurs étapes. D'abord, on construit des tables de mortalité prospective à partir des données de la population étudiée, donc la population anglo-galloise, donc à partir des données HMD. Ensuite, on construit une table de mortalité dite du moment sur une période de 5 ans à partir de données agrégées de 7 portefeuilles à notre disposition. L'utilisation du modèle de Brass nous permet ensuite de positionner la table de mortalité du moment par rapport aux tables de mortalité HMD afin d'obtenir des tables de mortalité dites d'expérience. Pour terminer, les étapes de mortalité ainsi obtenues sont extrapolées aux âges extrêmes afin de prendre en compte d'éventuels phénomènes de longévité importantes. Donc, tout d'abord, la première étape consiste à construire des tables de mortalité prospectives donc à partir des données HMD sur une période allant de 1950 à 2020. Donc pour ça, 4 modèles stochastiques différents ont été testés. Les modèles de Likert-Log-Poisson et de Cairns-Speck-Dold sont des modèles qui prennent en compte les effets de l'âge X et de l'année T, mais pas de la cohorte, donc l'année de naissance. Contrairement donc, aux deux autres modèles, les modèles de Renshaw-Habermas et le modèle APC, qui tiennent compte de ces effets au travers notamment du paramètre gamma. Pour comparer ces différents modèles, je les ai d'abord calibrés sur une tranche d'âge allant de 65 à 90 ans, euh, que l'on appelle Core Age en longévité, car c'est la tranche d'âge pour laquelle les expositions sont les plus élevées en pratique pour les portefeuilles de longévité. Ensuite, pour comparer les différents modèles, je me suis basé sur des critères de vraisemblance pénalisée, ainsi que sur les résidus du modèle. Les résultats qui sont présentés ici correspondent aux résultats obtenus pour les hommes, les conclusions étant similaires pour les femmes. Nous voyons ici que le BIC, qui doit être le plus faible possible, est minimisé pour le modèle de Renshaw-Habermas. Pour ce qui est des résidus du modèle, on suppose en pratique qu'ils sont aléatoires. Or, pour les modèles M1 et M5, on observe que les résidus présentent des structures diagonales ici qui sont fortement marquées du fait de la non prise en compte des effets cohortes. Pour le modèle APC, on distingue des clusters, donc des regroupements de même couleur, du fait de la non prise en compte de la variation avec l'âge des améliorations de mortalité. En revanche, pour le modèle de Renshaw-Habermas, on observe que les résidus sont raisonnablement aléatoires. C'est pourquoi dans la suite de l'étude, on a décidé de retenir le modèle de Renshaw-Habermas. Le modèle de Renshaw-Habermas a donc été calibré sur la période allant de 1950 à 2020 pour des âges compris entre 0 et 100 ans pour les hommes et les femmes, le but étant de projeter ce modèle à horizon 2050. Pour ce faire, il est nécessaire de projeter la composante KT, la composante temporelle, qui correspond à l'évolution générale de la mortalité dans le temps. En effet, les paramètres alpha X et bêta X sont des paramètres qui sont figés dans le temps, puisqu'ils ils ne dépendent que de l'âge X. Tandis que pour le paramètre de cohorte, on a décidé en fait de ne pas le projeter, car on s'intéresse particulièrement aux résultats obtenus pour les populations âgées, pour lesquelles en fait on obtient les valeurs des paramètres gamma lors de la phase de calibration du modèle. Ainsi, l'enjeu réside sur le choix associé au modèle de projection de la composante KT. Dans la suite, je vais vous présenter les différents modèles que j'ai testés
et qui ont été calibrés à partir des variations de kT. Pour projeter donc cette composante temporelle kT, le modèle qui est usuellement utilisé correspond à une marche aléatoire avec dérive. Ce modèle a longtemps été utilisé car il a toujours fourni des résultats plutôt satisfaisants. Or, le problème aujourd'hui avec ce modèle est que les données Covid impactent très fortement l'estimation des paramètres du modèle, ce qui altère très fortement les projections de mortalité. Plus généralement, peut également mettre en place un modèle ARIMA. Donc, ce que j'ai fait, mais il s'avère que le meilleur modèle, entre guillemets, ARIMA qui est obtenu pour ces données est équivalent en fait à une marche aléatoire avec dérive. Donc, un modèle ARIMA 0, 1, 0. Pour que les prévisions de mortalité ne soient pas impactées par les données Covid, une façon de faire consiste à exclure tout simplement l'année 2020 de la période de calibration. Le modèle est ensuite projeté d'une année afin d'obtenir les décès de l'année 2020 que l'on attendait en 2019, ce qui permet ensuite donc d'avoir un modèle avec une période de calibration équivalente à celle du modèle précédent. Ensuite, les décès sont réajustés pour l'année 2020, qui puisse refléter la mortalité réelle induite par la pandémie de Covid-19. Euh, mais ce retraitement n'impacte pas l'estimation des paramètres du modèle. Le troisième modèle se base sur un constat qui est que, en réalité, la loi normale qui est utilisée pour les deux modèles précédents n'est pas adaptée aux données, puisque des tests statistiques invalident l'adéquation des données à la loi normale. En l'occurrence, ici, c'est un test de Shapiro-Wilk qui a été effectué. Euh, et donc, pour substituer donc, cette loi normale, on a décidé donc, d'utiliser une loi logistique euh, sur base de certains critères, euh, qui est une loi pour laquelle les queues de distribution sont plus épaisses que celles de la loi normale. Ensuite, donc, d'autres types de modèles ont été testés. Ceci ayant la particularité de prendre en compte de façon explicite les sauts de mortalité dans les données. Donc le premier modèle correspond au modèle à saut transitoire, qui est régi donc par la dynamique suivante, où deux nouveaux processus ont été introduits, que NT et YT. NT est une variable qui permet de décrire la fréquence annuelle de sauts de mortalité, en sachant qu'on suppose usuellement qu'il ne peut y avoir qu'au maximum un seul saut de mortalité par an. Ainsi, NT suit une loi binomiale de paramètres petit p. YT est une variable qui décrit l'amplitude associée à un saut de mortalité et elle est, euh, elle est régie par une loi normale, mais on aurait très bien pu utiliser par exemple une loi exponentielle pour modéliser ce processus. Ensuite, le modèle à dépassement de seuil est un modèle qui est basé sur la théorie des valeurs extrêmes. Donc pour mettre en place ce type de modèle, il existe différentes façons de faire. Ici, j'ai choisi d'utiliser une loi de Pareto hybride. Donc, la loi de Pareto hybride est un mélange entre une loi normale et une loi de Pareto. C'est-à-dire que lorsqu'on se situe en dessous d'un certain seuil alpha, plutôt le comportement d'une loi normale, tandis qu'au-delà, on a plutôt le comportement d'une loi de Pareto. En pratique, ce type de modèle est très complexe à calibrer, notamment du fait de la problématique de choix de seuil. Donc les méthodes usuelles pour pouvoir déterminer ce seuil reposent sur des méthodes graphiques, donc de type minplot, etc. Mais il s'avère que pour les données à notre disposition, ces méthodes n'étaient pas adaptées. Euh, donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser donc une loi de Pareto hybride qui présente l'avantage de fournir une valeur de seuil par un calcul direct en fonction des autres paramètres du modèle. Pour finir, le modèle de changement de régime est un modèle qui est basé sur une chaîne de Markov à deux états.
Donc, l'état 1 correspond à un régime de mortalité entre guillemets normal, tandis que l'état 2 correspond à un régime de mortalité choqué. Chaque état est décrit par une loi normale, donc avec des paramètres différents, et des probabilités de passage permettent d'évaluer la probabilité de passer d'un état à l'autre. Euh, Faisons un focus rapide sur les trois derniers modèles que je vous ai présentés, donc les modèles à saut, qui pourraient être amenés à être utilisés de façon plus régulière dans le futur, notamment du fait du contexte actuel. C'était d'ailleurs un des objectifs de ce mémoire, tenter de mettre en avant ces modèles, euh, décrire comment ils peuvent être implémentés et dans quel cadre ils peuvent être utilisés. Les avantages qui sont liés à ces modèles sont multiples. Tout d'abord, ils permettent de prendre en compte de façon explicite les sauts de mortalité dans les données. Par ailleurs, il est assez facile d'interpréter la dynamique de ces modèles. Euh, Par exemple, pour le modèle de changement de régime, euh, on a deux états avec des probabilités de passage entre chaque état. Ce qui est intéressant également est que les paramètres qui permettent de décrire la mortalité dans un contexte normal, entre guillemets, ne sont pas perturbés par la présence de données telles que les données Covid, par exemple. En fait, en pratique, le modèle standard, lorsqu'on intègre des données, les données Covid, par exemple, euh, les paramètres mu et sigma changent énormément. Tandis que pour le modèle de changement de régime, par exemple, l'impact des données Covid va plutôt se faire ressentir sur les probabilités de transition entre les États et sur les paramètres qui permettent de décrire le régime de mortalité choquée. Et non pas donc sur le mu et sigma ici, qui correspondent à un régime de mortalité normal entre guillemets. Par ailleurs, les performances de ces modèles sont globalement meilleures que celles du modèle standard. Mais ce qui fait véritablement la force de ces modèles est leur flexibilité. En effet, l'avantage majeur associé à ces modèles est qu'il est possible de les ajuster selon la vision que l'on se fait de la mortalité future. C'est par exemple le cas pour le modèle à saut transitoire où on peut jouer par exemple sur la valeur du paramètre petit p qui correspond à la probabilité d'occurrence de saut de mortalité. En effet, dans ce mémoire, P a été paramétré à l'aide d'un algorithme d'optimisation, mais on aurait très bien pu fixer la valeur de P de façon arbitraire en amont de la calibration et ensuite calibrer les autres modèles, les autres paramètres du modèle, pardon. En revanche, ces modèles sont assez complexes à calibrer en pratique euh, et c'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser certaines hypothèses simplificatrices qui restent discutables. Pour aller plus loin, on pourrait par exemple imaginer d'intégrer une structure de dépendance pour le paramètre, pour le processus NT ici, qui décrit donc la fréquence des sauts de mortalité, ce qui permettrait donc d'avoir une probabilité d'occurrence de saut qui évolue dans le temps. Également, les sauts de mortalité touchent certaines catégories d'âge plus que d'autres, ce que nous ne prenons pas forcément en compte ici. Euh, pour finir, donc ces modèles sont encore peu utilisés aujourd'hui et la documentation relative à la mise en place de ces modèles se fait rare, euh, bien qu'elle sera très certainement amenée à se développer dans les années à venir. Donc, pour conclure cette première étape de construction d'étapes de mentalité prospective HMD, donc j'ai comparé les différents modèles euh, en deux phases. Donc, tout d'abord en calculant la vraisemblance des modèles au travers du critère BIC, puis en procédant à une phase de backtesting afin d'évaluer les performances prédictives de chacun des modèles. Pour ça, donc, j'ai calibré les différents modèles sur une période allant de 1950 à 2000 et j'ai effectué donc des projections entre les années 2001 et 2020.
pour pouvoir comparer les différents modèles, j'ai utilisé trois métriques différentes. La RMSE, qui quantifie l'erreur quadratique moyenne, la PICP, qui permet de calculer le pourcentage de valeur réelle dans les intervalles de confiance, et la MPIW, qui permet de connaître la taille associée aux différents intervalles de confiance. Finalement, à l'issue de ces différentes analyses, le modèle qui a été retenu est le modèle à saut transitoire. Mais les étapes que je vais vous présenter dans la suite ont été réalisées pour chacun des six modèles afin d'obtenir des tables de mortalité d'expérience qui soient basées sur chacun des six modèles de projection. L'étape suivante consistait à construire une table de mortalité du moment, à partir des données agrégées de 7 portefeuilles à notre disposition. La période de calibration s'étend de 2015 à 2019. Après avoir vérifié donc, la cohérence des données, euh, les données ont été agrégées selon plusieurs critères et des variables d'exposition ont pu être calculées. Euh, Par ailleurs, les taux bruts de mortalité ont été calculés sur une tranche d'âge allant de 55 à 100 ans, en se basant donc sur le critère de Cochrane. Donc, les taux bruts de mortalité ont pu être calculés à partir de l'estimateur empirique, que l'on appelle également estimateur de Hum, et qui se définit comme le ratio entre le nombre de décès et l'exposition centrale au risque. La base a été segmentée selon le sexe, et on peut observer ici une différence assez notable entre les taux bruts de mortalité hommes et les taux bruts de mortalité femmes. Pour finir, les taux bruts de mortalité ont été lissés, donc en testant différents lissages, notamment les lissages non paramétriques de Whittaker-Anderson et Pace-Plines, ainsi que le lissage paramétrique de Gompertz-Macaire. Divers tests statistiques ont été réalisés et ils ont permis de retenir le lissage Pace-Plines, bien que les résultats étaient assez proches du fait notamment de l'allure assez peu volatile des taux bruts de mortalité. L'étape suivante consistait à positionner donc la table de mortalité du moment qui a été construite par rapport aux tables de mortalité HMD. Pour ça, on effectue une régression linéaire du logit sur la base du logit des taux de mortalité d'expérience par rapport au taux de mortalité HMD sur l'année 2017. L'année 2017 correspond à l'année de référence de la table de mortalité du moment et elle a été déterminée en calculant la moyenne pondérée des années d'observation par les expositions annuelles. Pour finir, la table de mortalité obtenue a été extrapolée jusqu'à un âge limite de 130 ans à l'aide de la méthode de Denis et Godernio, qui est basée sur une régression quadratique que l'on effectue donc année par année euh, en faisant la calibration pour des âges compris entre 90 et 100 ans. Disposant désormais de tables de mortalité d'expérience benchmark, on applique les résultats obtenus à un nouveau traité de réassurance, donc un des 7 traités qui ont été signés depuis 2017. Ce traité est entré en vigueur justement donc, le 1er janvier 2017. Les rentes sont toutes en phase de restitution et le traité inclut une clause de réversion qui permet donc à un bénéficiaire qui permet de reverser toute ou partie de la rente à un bénéficiaire. Le traité compte environ 23 000 contrats au total et les données ont été extraites au 31/12/2022. En revanche, la période d'observation s'étend de la date d'entrée en vigueur du traité jusqu'au 31/12/2021. C'est-à-dire que la dernière année d'observation a été exclue de cette période d'observation du fait du caractère potentiellement non exhaustif des données les mois qui précèdent la date d'extraction des données. En pratique,
récupère des données pour lesquelles on a un nombre de décès assez important qui ne sont pas déclarés les mois qui précèdent la date d'extraction des données, ce qui peut entraîner un biais dans les analyses d'expérience que je vais vous présenter dans la suite. Pour évaluer donc la pertinence des tables de mortalité benchmark, on procède à ce qu'on appelle une analyse d'expérience. L'analyse d'expérience, en fait, c'est un processus de backtesting qui repose sur le calcul d'une métrique appelée le A sur E. Le A sur E correspond au ratio entre les décès observés et les décès estimés par l'étape de mortalité. En pratique, on effectue plusieurs analyses de A sur E. La première que l'on fait est une analyse de A sur E par sexe sur l'ensemble de la période d'observation. Euh, et donc, en fait, le critère ici qu'on utilise, euh, c'est que si le A sur E obtenu est suffisamment proche de 100%, alors on décide de ne pas mettre à jour les hypothèses de mortalité. On décide de conclure que les hypothèses sont cohérentes. Et donc, pour ça, en pratique, on s'autorise une marge d'erreur de plus ou moins 3%. Et il faut que les intervalles de confiance associés contiennent la valeur 100%. On remarque ici que ce critère est bien respecté pour les tables de mortalité qui ont été développées dans ce mémoire, ce qui n'est en revanche pas le cas pour les tables de mortalité qui étaient en vigueur à ce moment-là. Pour aller plus loin et analyser cet écart entre les A sur E, on peut procéder à des analyses de A sur E par année. Et ici, on remarque en fait que la valeur du A sur E obtenue ici pour les tables en vigueur à ce moment-là est en fait biaisée par la valeur du A sur E de l'année 2020, qui atteint presque 120%. En fait, ce qui se cache derrière ça, c'est que les tables de mortalité qui étaient utilisées à ce moment-là reposaient sur une version du modèle du CMI antérieure à 2020, ce qui signifie que les données Covid n'étaient pas plus dans la période de calibration du modèle. Donc, c'est pourquoi les taux de mortalité étaient très largement sous-estimés pour ces années, pour cette année-là. Enfin, on procède également à des analyses de assurés par âge. Donc là, ce qu'on fait, créer donc, plusieurs tranches d'âge de 5 ans et on analyse donc la distribution des assurés en fonction de l'âge. Ici, on remarque que pour les tables de mortalité qui ont été mises en place, le ratio assuré croît globalement en fonction de l'âge. Pour des âges compris entre 60 et 80 ans, les ratios assurés sont inférieurs à 100%, ce qui signifie qu'on surestime la mortalité, tandis qu'au-delà de 80 ans, on sous-estime plutôt la mortalité. En longévité, il est préférable d'avoir des ratios assurés supérieurs à 100% pour les âges extrêmes, parce que ça permet de prendre en compte donc, le risque de longévité associé à ces populations-là, qui peut être particulièrement important en longévité. Pour finir, on a comparé les impacts associés au choix du modèle de projection sur le calcul de deux métriques qu'il est à la charge de l'équipe longévité de calculer, le best estimate et le SCR longévité. Donc, tout d'abord, ces analyses ont permis de mettre en évidence le fait que le modèle qui a été retenu, donc le modèle assaut transitoire, est en fait le plus prudent, puisque le best estimate et le SCR de longévité obtenus sont les plus élevés pour ce modèle-là. Par ailleurs, ça nous a également permis de mettre en évidence donc, l'impact associé au choix du modèle standard, qui engendre des variations assez importantes sur le base estimate, donc des variations de près de 15% et de 6% pour le base estimate et le SR. Donc ces différentes analyses nous ont permis en quelque sorte de quantifier le risque de tendance qui pèse sur le niveau de provision.
Mais un autre risque pèse également sur le niveau de provision et c'est le risque de base, donc, qui se définit comme l'effet d'antisélection qui est associé au fait que les populations qui sont étudiées ici vivent en moyenne plus longtemps que la population générale. Donc, pour prendre en compte ce risque de base, une sensibilité a été mise en place et elle a permis de quantifier ce risque à hauteur d'environ 9 millions de livres sterling euh, sur le niveau de provision. Donc, soit une variation de près de 20% sur le best estimate. Pour conclure, donc, au travers de ce mémoire, on a pu mettre en place donc, une table d'expérience prospective, ce qui n'avait pas été réalisé par l'équipe longévité auparavant. Donc c'était intéressant de faire cet exercice. En pratique, la table de mortalité du moment qui a été développée a vocation à être utilisée, bien que ce ne soit pas exactement la version qui est présentée ici dans ce mémoire, mais plutôt une version qui tient compte en fait des montants de rente dans l'évaluation des taux bruts de mortalité. Par ailleurs, on a pu tester des nouvelles méthodes de projection, euh, et parmi lesquelles certaines sont très pertinentes, notamment le, la méthode de projection qui repose sur le modèle assaut transitoire. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ces méthodes-là, est qu'il est possible d'appliquer ces différentes méthodes dans d'autres contextes, notamment pour des problématiques qui sont liées au risque de mortalité, par exemple. De façon générale, le présent mémoire a également permis d'améliorer la connaissance que on avait des portefeuilles de longévité et de la population anglo-galloise en général. Ce qui a d'ailleurs contribué à améliorer notre connaissance de la mortalité en Angleterre et au Pays de Galles, euh, est une analyse que j'ai effectuée donc, sur la surmortalité post-Covid. En effet, la surmortalité observée depuis la pandémie de Covid-19 est relativement importante et on peine à revenir à des niveaux pré-pandémiques, des niveaux de mortalité pré-pandémiques. Pas que en Angleterre et au Pays de Galles d'ailleurs, mais cet enjeu est vraiment présent dans plusieurs pays. Donc le but de cette analyse était d'analyser la surmortalité post-Covid selon différents facteurs. Pour ça, j'ai récupéré donc des données de l'ONS, qui est le Bureau des statistiques nationales au Royaume-Uni. Et après avoir retraité ces données-là, j'ai pu effectuer des analyses de la surmortalité en fonction de l'âge et du sexe, en fonction de la zone géographique également. Pour ça, je me suis basé sur la nomenclature ITL2, qui regroupe 41 régions et qui remplace donc la nomenclature NUTS qui a été supprimée depuis le Brexit. Ensuite, j'ai analysé la surmortalité en fonction de l'IMD, l'IMD étant un indice de précarité. Ici, l'IMD égal à 1 correspond à un indice de précarité le plus élevé. Et pour terminer, donc, j'ai également analysé donc, la distribution de la surmortalité en fonction de la cause de décès sous-jacente. Pour finir, abordons donc les limites et perspectives de ce mémoire. Pour ce qui est des limites, je n'ai pas pris en compte certains phénomènes tels que le dérèglement climatique ou encore la dégradation du système de santé, qui constituent aujourd'hui des enjeux majeurs au Royaume-Uni. Par ailleurs, j'ai segmenté donc, mes bases en fonction de l'âge et du sexe, mais il aurait été intéressant d'intégrer des facteurs additionnels lors de la mise en place des tables de mortalité afin d'évaluer leur impact sur les résultats obtenus. À l'avenir, les travaux qui ont été réalisés dans ce mémoire ont vocation à être utilisés par différentes équipes au sein de Partneret.
notamment donc les analyses que j'ai présentées précédemment, donc ici sur la surmortalité post-Covid, pourront être réutilisées par le service de conseil interne de Partneret qui travaille beaucoup sur ces problématiques-là, et notamment le lien, par exemple, entre les décès Covid-19 et les décès liés aux maladies cardiovasculaires, donc ce qu'on appelle le Covid long. Euh, et par ailleurs, donc, le travail qui a été réalisé peut également être repris par l'équipe longévité. Donc, comme on disait, la table de mortalité du moment a vocation à être réutilisée, mais également les méthodes qui ont été développées être testées, améliorées et comparées, en vue de les comparer avec les méthodes de projection actuelles. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer à la phase de questions. Est-ce que le CMI valide les tables construites? En fait, le CMI ne valide pas vraiment les tables construites. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le CMI récupère des données donc de plusieurs compagnies d'assurance ou de plusieurs fonds de pension. Et à partir de ça, ils mettent en place donc, des tables de mortalité sur une période donnée. Donc, souvent, c'est une période de 4-5 ans. Et, ensuite, le CMI précise que les tables qu'ils développent euh, ne sont pas de leur responsabilité. Les compagnies d'assurance, les fonds de pension qui peuvent utiliser ces tables euh, doivent prendre en compte cet aspect-là, qui est que les tables ne sont pas certifiées en fait. Avez-vous testé d'autres critères que le BIC pour le choix du modèle prospectif? Si ce n'est pas le cas, pourquoi s'être focalisé sur le BIC et non d'autres métriques? Oui, j'ai testé d'autres métriques, donc l'AIC, le BIC, de mémoire. J'avais aussi une autre métrique. Mais globalement, j'ai testé différents critères et je me suis plutôt basé sur le BIC euh, parce que c'est une métrique qui permet d'avoir un bon compromis donc, entre complexité du modèle et la précision des résultats. Donc, on a décidé de plutôt se baser sur le BIC, mais on a gardé quand même les tests sur d'autres critères. Pourquoi est-ce bien que le assureur soit supérieur à 100% au grand âge? Cela veut dire que le modèle sous-estime les risques réels, donc n'est pas assez prudent. En fait, c'est plutôt prudent d'un point de vue risque de longévité, parce que le risque, en fait, pour nous, c'est que les populations âgées vivent plus longtemps que prévu. Donc, si on a des assureurs supérieurs à 100%, ça signifie qu'on sous-estime en fait la mortalité de ces populations-là, ce qui est plutôt du coup prudent d'un point de vue longévité. Mais en pratique, on essaye quand même d'avoir des ratios assurés qui soient le plus proche de 100%. Et pour ça, on peut procéder à certains réajustements donc en utilisant justement les valeurs des assureurs. Donc on peut récupérer les valeurs des assureurs et multiplier les taux de mortalité par ces valeurs-là, ce qui permet en fait de rééquilibrer un peu les assureurs et avoir des assureurs proches de 100%. Mais en pratique, quand on fait des analyses de assureurs par âge, c'est plutôt convenable d'avoir des assureurs qui sont supérieurs à 100% au grand âge. J'ai une question. Avez-vous envisagé des méthodes alternatives utilisant des algos de deep learning? Euh, non. On y a pensé donc, au début du mémoire. C'était plus ouais, dans la phase de préparation du mémoire où on s'est posé ces questions-là. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas utiliser des algos de deep learning? Donc, j'ai vu pas mal de documentation là-dessus, mais on a décidé de pas utiliser ce type de technique-là. Peut-être que ça sera fait dans un autre mémoire à l'avenir, mais pour ce mémoire-là, on a décidé
de ne pas utiliser ces techniques-là. Sur la partie mortalité par région, comment avez-vous appréhendé les migrations entre les régions? En fait, les populations doivent se déplacer à l'intérieur du UK pour le travail, et les études, etc. Ça, c'est un très bon point. On s'est posé cette question également. Mais là, en fait, il s'agissait de faire des analyses assez simples qui permettaient juste d'avoir une idée de la surmortalité par région. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a fait deux types d'analyses. Euh, j'ai fait des cartographies où on avait simplement le nombre de, de décès en excès par région. Et ensuite, pour prendre en compte la population de chaque région, donc j'ai récupéré euh, des données de population par région selon cette nomenclature, ce qui était vraiment compliqué en pratique. Je les ai récupérés sur le site de l'Institut de l'emploi de- slovaque, je crois. Euh, Parce que avoir la population à cette maille-là, c'est très compliqué. À partir de là, j'ai pu diviser donc la surmortalité observée par le nombre de personnes dans chaque région. Et, euh, et pour aller plus loin, en effet, on s'est posé cette question sur les migrations entre les régions, mais on a décidé de ne pas prendre en compte ces effets-là. Actuellement, justement, le service de conseil interne de Partenay travaille sur ces types d'analyses. Donc, ils font des analyses plus poussées sur ces problématiques-là. Ok, j'ai une autre question, pardon. Le modèle positionné via Brass est-il toujours prospectif? Il me semble que vous avez pris une référence à 2017. Oui, alors ça c'est un bon point. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle de Brass, en fait, il est calibré donc, sur l'année 2017, ce qui nous permet donc d'avoir les coefficients de régression. Et ensuite, on applique ces coefficients-là pour chaque année de projection. Donc en fait, le modèle au final est prospectif, il est bien prospectif. Ok. Je vous propose d'arrêter là, du coup. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.